Comment le procès de production peut-il engendrer substance et sujet? Dès maintenant, on peut proposer le développement social en son principe, car l'arsenal logique dont dispose l'intentionnalité, sous la forme du procès de production, s'avère déjà suffisant. Un certain seuil dialectique proposera une mesure à partir de laquelle toutes les autres lois, de la logique formelle, de la dialectique, pourront intervenir. Il s'agit de la différence quantité-qualité. À un certain niveau du développement empirique, quantitatif, s'effectue un saut qualitatif. C'est le passage de l'empirique à la loi formelle, à la logique de la production du procès de production. La population est un ensemble qui se fait collectif et qui alors fonctionne selon la loi quantité-qualité de l'évidence dialectique. Cette loi dialectique peut se développer alors en logique formelle, celle d'Aristote, qui sera constitutive du développement. Un concept se dédouble en extension et en compréhension, et en raison inverse. Plus la compréhension se développe, et plus se réduit l'extension. Exemple, le concept de femme se dédouble en femme, population, et féminité, essence. Plus on progresse dans le quantitatif, et plus l'essence se réduit et se banalise. La population devient donc un collectif qui apparaît à cause de la dialectique et qui se développe grâce à la logique formelle. Alors, l'intentionnalité se mue en dynamique sociale, pesanteur sociologique, mouvement de population. C'est tout un transfert. La substantialisation du temps est l'objectivation de l'intentionnalité. Elle est passée dans les choses. Le système social est la ratification de l'intentionnalité et consacre l'intention de passer de la contingence à la nécessité. Cela acquis, la substance fonctionne en tant que telle, en tant que raison sociale. Alors, la seconde opération. L'intentionnalité, devenue substance, persévère dans l'être et se continue en tant que développement social. La dualité se fait dualité originelle du corps-sujet. Dédoublement méthodologique et organique en sujet et en objet, dédoublement nécessaire de l'auto-engendrement. C'est aussi la dualité de l'être et du genre, le processus de réification de l'être pour que le genre existe. C'est retrouver et répéter la loi élémentaire de l'évolutionnisme. La parthénogénèse, donc créative de la nature, mais délimitée au même, création du même, de soi-même. La nature ne peut que cloner le même. Elle doit retrouver le même. L'être produit l'identitaire. C'est l'homme qui apporte la différence dialectique, la valeur ajoutée. Le procès de production reprend l'ensemble des dualités pour les confondre en un acte unitaire. L'intentionnalité se transmue en armature logique et dialectique de la relation être-genre, persévérer dans l'être et devoir faire. Elle décide aussi de la différence, de ce qu'elle doit être en tant que plus grande différence possible, différence du genre avec l'être et différence dans le genre lui-même. Cette différence doit être contenue dans le plus grand immanentisme possible, comme désignation de la relation évolutionnisme et praxis, de la détermination de ce qui appartient à l'être en devenir et de ce qui appartient au progrès de l'humanité. L'intentionnalité s'achève en dynamique qui tend à substituer à la temporalité de l'être la temporalité sociale. Toute une bipolarisation de l'humain tend à s'investir dans la circularité du temps, celle du mouvement perpétuel. Il faut que cette circularité qui achève le temps du devenir matriciel, l'idéaire, soit défaite au bénéfice du temps social, celui du genre, individu. Cette opération n'est autre que la création de la substance et du sujet, les deux temporalités majeures de l'humain, la plus grande différence possible dans le genre, celle qui permet le meilleur développement qui soit possible pour le genre. Faire du grand. Ça s'arrête là un peu. Ouais, bon, on s'arrête là, parce que là, c'est quand même 2 pages. Voilà, bon, voilà. Toujours, c'est un texte, là, c'est un passage assez difficile, quand même. Est-ce qu'il y a des questions ou des passages par lesquels on pourrait prendre un peu ce morceau, quoi, pour essayer de rentrer à l'intérieur
des questions? Il y a une question sur quelque chose que je n'avais pas compris, je ne sais pas si je l'ai compris, mais le temps substance. Il parle souvent du temps comme substance, et j'avoue que j'étais complètement perdu. Hein. Je suis peut-être encore, mais là peut-être une piste quand même, hein, parce que il parle. La substantialisation, page 85, la substantialisation du temps et l'objectivation de l'intentionnalité. C'est-à-dire que la substantialisation du temps, moi je le prenais à l'origine, mais en fait il parle, à mon sens, là, le temps devient substance, le temps social devient substance. C'est pas à l'origine qu'il est. J'avais tendance à penser que c'est ce qu'il voulait dire, mais là j'ai l'impression que ce qu'il dit, la substantialisation du temps est l'objectivation de l'intentionnalité. C'est-à-dire que finalement le fait qu'on puisse substantialiser le temps, c'est-à-dire le désigner, l'objectiver, le penser, est dû à l'objectivation de l'intentionnalité. Et à mettre en relation avec la phrase toujours dans le même, à page 85, l'intentionnalité s'achève en dynamique qui tente à substituer la temporalité de l'être, à la temporalité de l'être, la temporalité sociale. En fait, c'est cette notion de substance, peut-être du temps. C'est une substance, on arrive à un temps-substance, c'est-à-dire que du fait de l'objectivation de l'intentionnalité, et notamment du fait sans doute que dans l'intentionnalité, il faut bien qu'il y ait un futur qui soit projeté, quoi, et qui se base sur des données qui sont forcément passées, puisque c'est la mémoire, donc je pense que peut-être, alors rétrospectivement, les fois où il a parlé de temps-substance, c'était c'était un temps substance, ça veut dire temps social. Je pensais qu'il voulait parler d'un temps-substance originel, et apparemment, peut-être, ça ne serait pas ça, quoi. C'est une remarque, quoi. Et comment, enfin tout, la ligne d'avant, les deux phrases d'avant, alors l'intentionnalité se mue en dynamique sociale, pesanteur sociologique, mouvement de population. Peut-être ça qui fait substance, quoi. Et là, toujours page 86, un peu dans le même ordre d'idées, la première phase de la page, donc cette opération, donc l'intentionnalité, n'est autre que la création de la substance et du sujet, les deux temporalités majeures de l'humain. Création de la substance, alors peut-être que là c'est le temps-substance, justement, le temps social. Projet commun, le projet commun, là je sais pas, c'est-à-dire quelque chose qui peut fabriquer un avenir à plusieurs. Non, mais je crois que c'est carrément dans la perception du temps, là. Je pense que, effectivement, la perception du temps en tant que passé, présent, avenir, quoi, elle est intrinsèque à l'intentionnalité, quoi, d'après ce que je comprends. Effet substance. Enfin, le temps
effet substance, puisqu'il est intrinsèque à l'intentionnalité, qui est le principe du procès de production. Parce que moi, avant, j'avais tendance à penser qu'il parlait d'une substance, un temps substance qui serait à l'origine, quoi. Et là, je pense qu'il connecte donc la notion de substance au temps social, quoi, d'après ce qu'il dit, quoi, Peut-être qu'il parle d'une nouvelle étape. Ah bah il parle d'une nouvelle étape, là, hein, ça c'est clair que... De toute façon, là, quand il dit « alors l'intentionnalité se mue en dynamique sociale, pesanteur sociologique », puis avant il vient de dire que le collectif, plus on progresse dans le quantitatif, c'est-à-dire plus on progresse dans le nombre de femmes par exemple, et plus l'essence de la femme se réduit, se banalise, quoi. Plus, la femme, bon, si on est 1 million de femmes, voilà, c'est plus banal que s'il y en a 2 ou 3, hein, dans une population. Un passage complexe quand même. Enfin, là, il s'inscrit bien effectivement dans la transition d'un niveau plus social, quoi, disons, alors qu'avant, il était plutôt dans des couches basses, disons, de l'anthropologie, quoi. Là, on passe à il essaye de rendre compte des effets de toutes ces intentionnalités qui s'homogénéisent entre elles et puis qui, jusqu'à faire substance et acquérir une pesanteur sociologique. Dans ce passage-là, enfin dans ce passage-là et ce qui est le précédent, on est à la charnière on est à un moment crucial du bouquin où il fait le pont entre l'exposé d'une phénoménologie essentielle de l'homme à la notion de société et de développement social. On entre dans l'histoire à cette page-là, c'est-à-dire que on est parti d'un être surdéterminé biologiquement par sa difficulté à survivre et contraint par cette difficulté à sortir d'une logique de pure reproduction pour entrer dans quelque chose d'autre, qui est quelque part une subversion de la reproduction, mais qui va s'appeler le procès de production. Le procès de production qui à la fois génère et suppose l'intentionnalité, l'intentionnalité qui s'homogénéise, mais toujours sur des bases pratiques dans les requêtes de la vie en groupe. On ne parle pas encore de société, mais les requêtes d'une vie en groupe, hein, la nécessité de la reproduction et les nécessités de la survie sont toujours là, extrêmement prégnantes. Et puis, de cette homogénéisation naît la notion de projet social, c'est-à-dire que le projet devient projet partagé,
Et parce qu'il est partagé, il est nécessairement homogénéisé, formaté d'une certaine manière, normé pour pouvoir être partagé. Et c'est cette notion de projet qui fait entrer l'homme dans un autre temps que le temps de l'espèce, qui est le temps social, qui devient sa substance, parce que c'est dans ce milieu-là qu'il va se développer en tant que sujet social, en tant qu'être social. Moi, c'est comme ça que je le comprends. On a donc une intentionnalité qui est homogénéisée, qui est devenue intentionnalité collective, qui s'objective dans des rapports sociaux, une organisation d'un groupe, et qui ensuite se prolonge dans le développement du groupe, donc dans le développement social. C'est comme ça que les catégories s'enchaînent. Et donc, développement social égale histoire. Ça, c'est l'entrée dans l'histoire. Oui, c'est clair. C'est clair d'ailleurs du fait même qu'il parle à un moment donné de la population, qui parle de population et de collectif, là, ça prouve bien qu'il fait passer à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il montre que du fait de l'augmentation de la population, de ce passage au niveau social, eh bien, il y a toute une inertie finalement qui s'acquiert au niveau des intentionnalités, etc. Et qui finalement, hein, c'est ce qu'il dit, plus on progresse dans le quantitatif et plus l'essence se réduit, se banalise, c'est-à-dire finalement les intentionnalités se réduisent aussi, se banalisent et elles se muent en dynamique sociale. C'est-à-dire le fait de ce passage dialectique au collectif fait que ce qui était singulier est homogénéisé et acquiert une pesanteur sociologique, mais de manière, on va dire, de par l'inertie du collectif. Vraiment, et donc, il y a une substantialisation du temps, voilà, qui est l'objectivation finalement de cette intentionnalité qui est passée dans les choses, quoi, finalement, qui s'est banalisée à tel point qu'elle est passée dans les choses. Le système social et la ratification d'intentionnalité et consacre l'intention de passer de la contingence à la nécessité. Cela acquis, la substance fonctionne en tant que telle, en tant que raison sociale. Après, elle arrive en une espèce de roue libre, peut-être, où elle a acquis une pesanteur due au passage au collectif, et de manière inhérente au fait de ce passage, quoi. Passage de la quantité à la qualité. La quantité nous fait passer une forme de banalisation des intentionnalités homogénéisées qui font, d'après ce que je comprends, un peu substance. Bon. Mais là, il parle du présent, enfin, de notre monde actuel. Là, il parle d'une transition, là aussi. Une transition aussi. Il parle de la transition de comment, à mon avis, hein, de l'ordre, enfin, praxis élémentaire à une praxis à un niveau intégré au niveau social. L'outil est la matérialisation d'une intentionnalité, au sens où Pascal emploie ce terme. Oui. Tu vois, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure. Oui, oui. Mais c'est-à-dire que l'outil, c'est une expression de la substantialisation du temps substantiel. À partir de là, les choses sont dans l'histoire, comme les hommes sont dans l'histoire.
Il dit un truc, qui est important à mon avis aussi, et que je partage vraiment. Il écrit: à un certain niveau du développement empirique, c'est au début, quantitatif, s'effectue un saut qualitatif. C'est le passage de l'empirique à la loi formelle, à la logique de la production, du procès de production. Ça veut dire quoi, à mon avis? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que, loin de constituer une structure a priori de l'esprit humain ou de la nature humaine, les lois formelles sont héritées de la praxis, sortent de la praxis, et elles-mêmes sont produites par les nécessités de la praxis. Et d'abord les nécessités du procès de production. Donc, les catégories, vous savez, on a les catégories formelles que Kant place en tête de gondole de la connaissance, elles sortent de la praxis. Il donne une lecture en termes de philosophie de la praxis des constructions formelles. Est-ce que je parle assez fort? Ça va? Oui, ça va. Je Bon. me suis déplacée. Ah oui, ça va mieux. Voilà. Bon, pardon, parce que j'avais oublié déjà qu'il fallait que je ne parlais pas assez fort. Ça, je crois... Alors, c'est une réponse à ce qu'il disait au début du bouquin. C'est une réponse aux ethnologues, une réponse aux ethnologues à la sauce Lévi-Strauss, aux structuralistes aussi, à cette idée qu'il y a une sorte de préformatation de l'humain qu'il distinguerait de... Non, ça sort de la praxis, tout ça, quoi. Le principe de non-contradiction n'a pas de réalité autre que celle qui lui a été conférée par les besoins de la praxis. Le procès de production implique le principe de non-contradiction, par exemple. Parce que si on ne trouve pas ce principe, eh bien, la production s'arrête, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. On ne peut pas affirmer tout et son contraire, on ne peut pas affirmer une chose et son contraire, mais on ne peut pas non plus faire un acte et son contraire. La production suppose que on soit déjà dans le principe de non-contradiction. Je prends un exemple, c'est le principe de non-contradiction, avant même qu'il soit formalisé, avant même qu'il soit énoncé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment expliquer ça? Bon, il y a un des... C'est le quantitatif et le qualitatif, finalement. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les quantités sont réglées, il y a un qualitatif qui arrive, qui est le principe il n'y a plus de contradiction, et on a un qualitatif qui se construit. Le saut qualitatif, Oui, du quantitatif au qualitatif, c'est toujours une grande difficulté en philosophie. Parce que, comment l'expliquer? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du magique, qui peut être de l'ordre du magique là-dedans. Comment une quantité se transforme en qualité. Hegel consacre un gros bout de son œuvre finalement à ça. La science de la logique, c'est toute la première partie, elle est là-dessus. Et toute une série de réponses consiste à rejeter l'explication magique
pour une explication anthropologique. C'est la conformation de l'homme qui fait que il peut penser la transformation de la quantité en qualité. Ou la constater. C'est-à-dire qu'il a un esprit qui est apte à comprendre ça. Pour Touska, l'homme fait l'expérience de ce saut qualitatif. Il en est même l'origine, d'une certaine façon, enfin en tout cas en ce qui concerne sa propre praxis. Et c'est la source de la pensée formelle. Parce que la pensée formelle, c'est en quelque sorte un retour sur soi de cette expérience, un retour à l'expérience, et à partir de cette expérience, l'érection au principe, des grands principes de la pensée formelle. La pensée formelle, elle découle d'un retour sur soi et d'une abstraction, en fait, au sens de abstraire, l'acte d'abstraire. Une abstraction à partir d'une expérience que la praxis porte. Une expérience de la praxis. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et là-dedans, il n'y a ni magie, ni aporie empirique, à savoir, Hume, il n'y a pas d'universalité des principes, ni de structure a priori, de structure de l'esprit humain a priori qui expliquerait la pensée formelle. Il y a une histoire de l'abstraction, au sens de sortir de l'abstraction progressive de principes formels à partir d'une expérience de la pratique. Progressive ou tout à coup, ça peut être... Une progression. Ça peut être même pas progressif, ça peut être le travail commun, par exemple, qui fasse émerger... Par exemple. Oui, mais c'est progressif quand même, en ce sens qu'il n'y a pas une révélation de la pensée formelle un jour. Il n'y a pas un mec qui monte sur une montagne et à qui on remet les tables de la loi de la pensée formelle, le principe de non-contradiction. Non, il y a une histoire de l'émergence progressive des principes de la pensée formelle. Même le principe qui semble le principe fondamental de toute pensée qui se respecte, le principe de non-contradiction, c'est comme ça qu'Aristote le dépeint. Il dit sans principe de non-contradiction, il n'y a pas de pensée. Donc celui-là, il a un statut particulier. Même celui-là, il a une histoire. Il a une histoire parce que c'est l'histoire d'actes réussis à partir de l'application du principe. Le principe a été dégagé d'une série d'actes réussis. Et voilà. Et des actes réussis, je dirais même, pas forcément sanctionnés par une satisfaction, mais par tout simplement la survie. On ne peut pas faire ça. On peut faire ça. Cette chose-là ne peut pas exister en même temps que son contraire. Oui, mais chacun fait aussi l'expérience de la découverte d'un coup, du fait d'avoir réussi ce qu'on cherchait, ou ce qu'on ne cherchait pas. Tout à coup apparaît, et peut-être que même dans les discussions parfois, la clarté apparaît d'un coup. Je veux dire, il y a une opération qui s'opère alors, dans le travail commun. Ce coup, ça n'apparaît pas d'un coup, puisque ça apparaît d'un coup et ça n'apparaît pas d'un coup. Ce qui se produit d'un coup, c'est le fait de verbaliser le principe de non-contradiction. Mais avant, il y a une période où tu pratiques le principe de non-contradiction sans l'avoir verbalisé. Et si tu le verbalises, c'est par intérêt au sein même de la praxis. Ah, c'est ça, c'est par intérêt pour la praxis.
C'est-à-dire pour le procès de production, c'est-à-dire, tu vois, voilà, c'est-à-dire qu'on stabilise, on passe notre temps en tant que genre à stabiliser des leçons de la praxis, hein, peut-être pas toujours les bonnes leçons, mais voilà, et puis à les ériger en principe. Mais ces principes-là, ils sortent pas d'autre chose que de la praxis. Donc là, je pense que ça c'est important parce que c'est la source, le noyau de l'explication d'une progression des savoirs par la praxis et pas par d'autres formes d'explication qui sont très virulentes, hein, explications par la nature de l'esprit humain, par exemple, ou des explications par une sorte de réalisme des objets formels. Réalisme des objets formels, c'est-à-dire, en gros, les objets formels existent en dehors de l'expérience, et l'expérience ne fait que les vérifier, ou que les mettre en œuvre. C'est une sorte de platonisme, en fait, qui est aujourd'hui encore très vivace. Dans la philosophie analytique anglo-saxonne, il y a tout un courant, par exemple, qui défend l'idée que les nombres ou que les objets logiques ont une existence propre, autonome, et qui est irréductible à la praxis, ou irréductible à une expérience quelconque. Les anglo-saxons, les philosophes analytiques sont amenés à défendre ce genre d'idées. Je pense par exemple à un type comme Carnap, qui est un grand logicien américain, anglais ou américain, je ne sais plus, qui a vraiment compté beaucoup. Ils sont amenés par leur tradition philosophique, où la pensée de Hume joue un rôle déterminant. Hume, c'est il n'y a pas d'universel. Il n'y a pas d'universel. Il n'y a que des répétitions régulières de faits, de constats, mais il y a un divorce entre la sphère logique et puis la sphère empirique, causale. Causale. Il y a un problème avec la causalité. Oui, bien sûr, oui. C'est pas parce que à chaque fois que je mets la main au feu que j'ai la preuve que le feu brûle en toutes circonstances. Rien ne me dit qu'un jour je ne pourrai pas mettre ma main au feu sans être brûlé. Ça, c'est Hume. Et pour pouvoir contester tout ça du point de vue d'une tradition plus continentale, Kant fait tout le détour par la critique de la raison pure, les catégories a priori, l'expérience. Et il y arrive d'une manière qui n'est pas complètement... qui n'a pas convaincu tout le monde, disons. Mais il y en a qui, à partir de Hume, vont explorer le champ de l'universalité en tant que telle, des principes universels en tant que tels, en disant il y a bien une sphère de l'universel. Puisqu'on on y a accès, on la voit, on sait on connaît... on connaît le principe d'universalité, en même temps, il ne s'applique pas à l'expérience. Et s'il ne s'applique pas à l'expérience, il a quand même sa vie à lui, avec la logique des nombres, avec le calcul, avec les... Donc c'est contre tout ça que Kluskar et d'autres cherchent à rendre compte de l'émergence de la pensée formelle dans l'histoire, et dans l'histoire de la praxis, et dans la praxis. Non pas comme la perception
d'un monde à part, ni comme la révélation progressive d'un potentiel déjà présent dans l'esprit humain, mais tout simplement comme un processus de construction dialectique où le sujet se constitue en même temps qu'il constitue des objets spécifiques, qu'on appelle des objets formels, qui n'ont qu'un rapport, qui ont un rapport distant mais nécessaire avec la réalité, parce que ce sont pour lui des outils qu'il a d'abord inventés pour le procès de production, et qui ensuite, dans le champ de la perpétuelle division du travail et extension de la division du travail, à qui il a accordé une certaine autonomie. Autonomie qui lui permet aujourd'hui, à partir de ces objets, de revenir à la réalité pour expliquer des phénomènes de la réalité. Les quantifier, par exemple. Mais, voilà. Et ça, à mon avis, c'est important, ça. Parce que on revient aux clivages initiaux exposés par Kluskar dans le livre, c'est les clivages entre le formalisme et la pensée de la praxis. S'il n'est pas capable de rendre compte de ça, ce qu'il fait là, il ne combat pas efficacement les thèses formalistes, les thèses formalistes, ce qu'il appelle les thèses antéprédicatives, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'indéterminé de l'homme. L'indéterminé chez l'homme. Antéprédicatif, c'est ce qu'il y a avant le prédicat, avant l'attribut, avant la détermination finalement. Ce qui est indéterminé. Voilà. C'est indéterminé déjà là. Ça c'est l'antéprédicatif. La pensée de l'antéprédicatif, dont Kant donne un exemple majeur dans l'histoire de la philo, mais qu'on va retrouver chez ceux qui cherchent à expliquer les phénomènes humains par des équations, par des structures, sorties de la praxis. Pour aller un petit peu dans le sens de la production de la logique formelle, on va mentionner des études en ethnomathématiques où justement... ethnomathématiques, où justement, par exemple, le principe de non-contradiction n'était pas valable chez les Inzandais, une tribu africaine, ou le syllogisme, qui nous paraît évident, limite, antéprédicatif, etc. Il y a des tribus inuites, pour eux, ce n'est pas évident du tout. Donc c'est pour aller dans le sens, il y a vraiment une production de logique formelle en fonction du réel, quoi. Et ça va aussi un petit peu, pour revenir à Piaget qui montrait bien que ça c'est une production du rapport du sujet à son environnement et de la construction qu'il a entre les deux, quoi. Oui, néanmoins, je pense que là, si on reprend le texte, j'ai l'impression qu'il accorde une certaine autonomie à la dialectique, justement, par rapport à la praxis élémentaire qui a surgi, dans le sens où il fait intervenir le collectif, c'est-à-dire le quantitatif, et comme à l'origine d'un saut qualitatif. Donc on a l'impression que effectivement la praxis élémentaire ayant surgi et étant ce qu'elle est. Après, il y a une sorte de relais, on pourrait dire presque, dialectique qui fait qu'au-delà d'un certain seuil, eh bien, on bascule dans un autre stade. C'est-à-dire, l'essence se réduit, se banalise, et que c'est le stade effectivement de la logique formelle, etc. Mais donc qui rend compte d'une certaine un niveau de dynamique sociale, mais qui est aussi pesanteur sociologique nécessaire
pour la praxis sociale, mais qui, en quelque sorte, a échappé quelque part à la production première de la praxis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, d'après ce qu'il dit, il y a une forme de relais, que au-delà d'un certain seuil quantitatif, le collectif prend en charge l'intentionnalité telle qu'elle est pour la muer et l'homogénéiser dans des formes plus abstraites, donc logique formelle, etc., de cette intentionnalité, quoi. Donc j'ai l'impression que là, bien que effectivement la praxis soit centrale, j'ai l'impression que là, il dit, dans ces passages là, de page 84 et au début de la page 85, que malgré tout, il y a quelque chose de l'ordre du quantitatif qui se transforme en qualitatif, qui, au-delà d'un certain seuil de population, fait que les intentionnalités se réagencent, s'harmonisent, s'homogénéisent, et dans autre chose. Mais qu'il y a une certaine autonomisation au niveau, quand on part on progresse dans le social, il y a une certaine autonomisation finalement de ces formes d'intentionnalité primaire, et que effectivement ça constitue aussi là sans doute le temps social. Voilà, elle est passée dans les choses. Le système, elle est passée dans les choses, c'est-à-dire qu'on n'a plus pris finalement sur. Enfin, donc c'est une intentionnalité sur lequel on n'a plus vraiment prise, quoi, qui est un niveau au-dessus d'abstraction. J'ai l'impression un peu ça, la lecture de ces 2 ou 3 paragraphes là, ce qui n'empêche pas qu'effectivement la praxis est tout à fait à l'origine de tout ça, quoi, mais qu'elle est à ce moment-là retravaillée, réagencée du fait de ce passage. Sinon, pourquoi il parlerait de quantitatif, passage quantitatif collectif, quoi. Quantitatif qualitatif. Moi, pour des questions de compréhension, j'ai une question à Fabien. Dans les catégories hegeliennes, la différence entre la substance et l'objet, tu la places à quel niveau? Qu'est-ce que c'est que la substance, en fait, dans l'hegelianisme, exactement? La substance par rapport à l'objet. Bah, regarde, la substantialisation du temps est l'objectivation de l'intentionnalité. Je comprends l'idée d'objectivation de l'intentionnalité, mais le mot substantialisation, je dois avouer que je suis un Chez Puskar, Ouais. relis la phrase. Bah, en gros, bon là on est là-dedans, hein, si tu veux, il te dit la population devient un collectif qui apparaît à cause de la dialectique et qui se développe grâce à la logique formelle. Alors l'intentionnalité se mue en dynamique sociale, pesanteur sociologique, mouvement de population, c'est tout un transfert. La substantialisation du temps est l'objectivation de l'intentionnalité. Elle est passée dans les choses. Le système social est la ratification de l'intentionnalité et consacre l'intention de passer de la contingence à la nécessité, cela acquis, la substance fonctionne en tant que telle, en tant que raison sociale. C'est le mot substance que j'arrive pas à saisir là-dedans, quoi. Substantialisation, c'est Parce que de façon générale, la substance... c'est le fait, à mon avis, enfin, je sais pas, tu peux répondre peut-être, mais c'est peut-être la perception... La perception propre que tu as du temps social. C'est à ce que j'arrive. Pour moi, dans les catégories de la logique hegelienne, tu as l'être, l'essence, le concept. L'être, c'est l'être produit de l'identitaire, donc le règne de l'identité. Tu as l'essence avec toutes les déterminations, donc la différence qui n'est pas encore posée par elle-même. Et au concept, justement, l'identité pose sa différence en elle-même, quoi. Et la substance là-dedans, je vois pas ce que c'est. Je crois pas que Puskar fasse référence à ça, là. Bah si, parce qu'à un moment donné, il te dit, justement, alors, c'est ce que je viens de dire. Selon moi, la substantialisation du temps, pour lui, c'est social, quoi. Là, Ouais, dit, quoi, ouais. c'est ça. Et tu le raccroches pas à au concept, quoi.
Seulement non. Mais D'accord. bon. Parce qu'après, là, si tu veux, moi j'avais mis petit 1, petit 2, si tu veux. Si je reprends la phrase que je t'ai lue, tu as donc première étape, on va dire, qui fait passer de l'intentionnalité immédiate à l'intentionnalité devenue substance, en gros. Substantialisation du temps et donc objectivation de l'intentionnalité. L'intentionnalité est passée dans les choses, le système social est la ratification de l'intentionnalité et consacre l'intentionnalité de passer de la contingence à l'exicité. Cela acquis, la substance fonctionne en tant que telle, en tant que raison sociale. 2. Alors la seconde opération, 2 points, l'intentionnalité devenue substance persévère dans l'être et se continue en tant que développement social. La dualité se fait dualité originelle du corps-sujet, dédoublement méthodologique et organique en sujet et en objet, dédoublement nécessaire à l'auto-engendrement. C'est aussi la dualité de l'être et du genre, le processus de réification de l'être pour que le genre existe. Tu vois ce que je veux dire? Et après, derrière, du tout, il précise, il te dit c'est retrouver et répéter la loi élémentaire de l'évolutionnisme, la parthénogenèse, donc créative de la nature, mais délimitée au même, création du même, de soi-même. La nature ne peut que cloner le même, règne de l'identité, je préfère, elle doit retrouver le même. Et entre-temps, donc, il faut que l'homme arrive pour apporter la différence dialectique, quoi. Donc moi, je le rapprochais vraiment, si tu veux, du schéma thèse, antithèse, synthèse, quoi. Et bon, peut-être que c'est moi qui ai délivré, ce sera la première fois, mais moi je vois vraiment ça comme ça, quoi. Pour moi là c'est de la dialectique pure et simple, quoi. Et donc la substance dedans, je vois pas tellement ce que C'est pas une référence à Spinoza plutôt, la substance, le fait de ne pas faire de différence vraiment essentielle entre tu veux dire la substance, le corps et l'esprit, et du coup de dire la substance, bon, c'est ce qui est là. C'est au niveau social, en tout cas, quoi. Ça paraît être au niveau social, quoi. Là, pour moi, la grande contribution dans ce passage-là, ce qu'on lit depuis le début, comme Michel l'a dit d'ailleurs, en fait, là, on reprend un peu la problématique du passage de la contingence à la nécessité, quoi. Et là, effectivement, ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on avait lu avant, sur lequel on était revenu, c'est le temps, quoi. C'est l'arrivée du temps là-dedans. Comment est-ce qu'en fait on passe du temps matriciel et au temps social. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, on a les boucles. Dans le chapitre précédent, il disait par exemple que l'instant, c'est la fusion de l'individu et de l'être, en fait. C'est peut-être ça qui renvoie à la substantialisation du temps, à cette idée, quoi. La fusion, l'instant et la fusion de l'individu et l'être. Il dit ça dans l'ontologie temporelle, justement. C'est aussi la représentation et la participation. Ouais. Mais du coup, le mot substance, comment on le définirait, quoi? S'il y avait une définition à donner de la substance, je crois que je serais incapable de le faire, alors que déjà les catégories hegeliennes, c'est déjà un peu différent, mais elles sont liées entre elles, quoi. Je ne sais pas s'il faut trop s'accrocher aux dénominations en les rapprochant de leur signification en général en philosophie, parce que la substantialisation du temps et l'objectivation de l'intentionnalité. Donc là, on est bien au niveau du socius. On est au niveau on n'est plus au niveau du temps matriciel, c'est clair. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Alors donc la substance, le temps substance, la substantialisation du temps ou temps substance, ça va paraître la même chose. Le temps substance, c'est donc un temps finalement qui a intégré l'intentionnalité et par rapport au temps matriciel, quoi. Donc qui a intégré l'intentionnalité, qui a intégré, comme on disait, la représentation et la participation, donc pour effectivement effectuer la praxis, quoi. Donc la substantialisation du temps, c'est simplement d'un temps matriciel, à mon sens, hein, d'un temps matriciel qui n'est absolument pas, qui n'est rien, quoi. Enfin qui est, je ne sais pas quoi, et donc à un temps substance qui peut te permettre de percevoir le temps de manière substantielle, quoi, puisque si tu es un être doué de praxis, pour soi, quoi. Un être doué de praxis, donc, et toujours dans cette configuration de perception du temps, voilà, donc qui est l'objectivation de l'intentionnalité, quoi. C'est parce que tu dois faire tu dois projeter pour faire,
que tu es forcément dans le cadre d'un temps qui n'est pas le temps matriciel, qui est une autre forme de temporalité, qui est le temps substance. C'est-à-dire qui intègre à la fois le passé, le présent et l'avenir. Tu veux dire que le temps... Oui, d'accord, oui. Je comprends bien ça, je suis d'accord, mais justement, c'est pour ça que... Mais je ne pense pas qu'il faille trop s'attacher à la formalisation Parce que des pour moi, expressions. oui, la substance, ça me fait penser à ça. Effectivement, ouais. Les choses étendues, tout ça, quoi. Je pense qu'il y a des trucs... C'est vraiment la non-dualité de corps-esprit, c'est-à-dire Ouais, c'est quelque chose... le corps et l'esprit sont des modes de la substance. C'est ça. Mais la substance, c'est la généralité, mais après, ça s'applique. Enfin, il y a tout plein d'existences différentes, quoi. Et là, on parle de l'existence du temps social, du temps social. Là, regarde, page 86. Le temps substance, ça sera peut-être la base sur laquelle repose après les différents temps sociaux, quoi. La perception des différents temps, quoi. Oui, c'était le temps matriciel, justement. Dans ce cas-là, c'est comme comme le livre 2 avec le temps Dans ces matriciel. cas-là, c'est... Non, mais ça serait... Ouais. Enfin, si j'essaye un peu de... Ça serait vraiment le... Si temps substance, ça serait pas du tout, ça serait plus car... vraiment, voilà, quoi, mais ça serait la base sur laquelle repose après les différents temps, les différentes perceptions du temps, selon les modes de production, tout ça. On peut le voir comme ça, quoi. Page 86, là, tu as une phrase là, au début de la page, hein, donc, qui dit également cette opération, il parle de l'intentionnalité, n'est autre que la création de la substance. Alors la création de la substance, pour moi, c'est la création du temps substance tel qu'il est perçu pour effectuer la praxis, et du sujet aussi, qui est finalement une création pour opérer la praxis, puisqu'il y a un sujet, le dédoublement sujet-objet. Donc là, à mon avis, quoi, les deux temporalités majeures de l'humain, c'est-à-dire la perception du temps et la perception du sujet. Enfin, Dans ce cas-là, c'est la mesure, quoi. Après les déterminations de l'être, t'as qualité, quantité, mesure. Tu vois? Je sais pas où on se situe par rapport à ce machin, quoi. Parce que quantité, qualité, oui, puis après il y a la mesure, quoi. Normalement. Mais je comprends. Je sais, c'est bon. En tout cas, chez Kouskar, des fois, il emploie des mots comme ça, alors tu t'attaches à la première signification que tu as. Je pense que là, Kouskar, il ne fait pas forcément... Voilà, que tu as au niveau philosophique, tu as, je sais pas, pour le néo-kantisme, des choses comme ça, tu t'attaches, toi, dans un premier temps, à cette première définition que tu as, ou ce souvenir, etc., et puis tu t'aperçois que ça ne colle pas avec ce qu'il dit. Donc tu es obligé de rétro-pédaler pour voir un peu comment ça pourrait coïncider avec ce qu'il décrit. Je pense qu'on doit être dans un truc comme ça, quoi, parce que là, je pense pas qu'il ait voulu je comprends pas l'articulation. Non, c'est la substantialisation du temps pour l'homme, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense que c'est un passage compliqué.
Ah oui, c'est compliqué. Hein. Et c'est un passage qui appellerait clarification d'un certain nombre de choses, Tout à fait. notamment, pardon, je vais parler plus fort, notamment cette référence à la logique formelle selon Aristote. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là, il parle à des gens très formés. Mmh. Oui. La référence à Aristote, c'est pas la référence à Hegel, c'est pas la référence à Platon, c'est Aristote. Et qu'est-ce qu'il y a dans la logique formelle d'Aristote qui est à la source de ce qu'il dit? Ça a l'air d'être important quand même. Sinon, il dirait la logique formelle en général. Est-ce qu'il ne fait pas écho à la conception aristotélicienne de la substance? Parce que pour Aristote, il y a pas de... Il y a des individus, et ces individus sont rangés dans des catégories qui sont hiérarchisées.